La nuit du 13 novembre, avec Mathieu, on a un enfant de 3 ans et je suis enceinte d'une petite fille de 5 mois en fait. Elle est depuis 5 mois dans mon ventre. Gary, c'est le nom de mon fils. Je lui parle évidemment immédiatement de ce qui est arrivé puisque concrètement, le lendemain matin, enfin la nuit, le matin du 14 novembre, son papa ne revient pas. J'ai pas du tout l'intention de lui cacher les choses en fait. Je suis pas du tout passée par un vocabulaire un peu fleuri de dire il est parti ou il a rejoint les étoiles. J'ai eu besoin de lui dire très concrètement que son papa était mort. Au moment où j'annonce à mon fils que son père est mort, en fait, il a peu de questions. Je pense qu'il est tout entier dans la sidération. Et il fait cette chose qui est évidemment tout à fait normale, c'est-à-dire qu'il s'effondre, il pleure vraiment énormément. Et il fait aussi cette chose que font les enfants, c'est-à-dire que ses pleurs se tarissent et il part jouer en fait. L'histoire de ma fille, elle est différente. Elle est née en mars 2016, elle s'appelle Thelma. Elle est donc née 4 mois après la mort de son père. Et la première fois que je lui parle de cette histoire, c'est la nuit de sa naissance. Elle est née à 1h du matin. On m'a ramenée dans ma chambre, j'ai une image très précise de ce moment-là. Il y a une petite lumière sur ma table de nuit et j'ai cet enfant dans mes bras et je crois que je lui ai parlé vraiment très longtemps. C'est important de parler aux bébés aussi, pas seulement parce qu'on imagine qu'ils peuvent comprendre, mais aussi parce que ça change quelque chose sur notre comportement à nous, de l'avoir dit déjà. De toute façon, cette histoire, c'est une longue conversation que j'ai avec eux et je fais évoluer le récit en fonction de leur âge. Je me souviens d'un soir, elle était dans sa baignoire, j'étais en train de lui donner de bain et elle devait avoir 3 ans, quelque chose comme ça. C'est un moment où en fait, elle avait des problèmes de séparation avec moi. Je n'arrivais pas à la laisser à l'école, elle voulait pas me laisser partir. Et un soir, je lui donne le bain et elle me dit, voilà, qu'est-ce qui est arrivé à papa? Je lui raconte. En fait, elle a choisi l'âge qu'avait Gary pour me poser des questions. Et je lui réponds, et puis on va dîner. Et au dîner, elle me dit, au fait, qu'est-ce qui est arrivé à papa? Ok, donc je reprends l'histoire, et en fait, je comprends qu'elle va passer son week-end à me poser cette question à intervalles réguliers. J'ai raconté la même histoire, après la même question, peut-être 10 fois pendant ce week-end-là. Ça n'a pas forcément été facile pour mon fils. D'ailleurs, je lui ai dit, voilà, je sentais que c'était compliqué pour lui, quoi, de réentendre. Je disais, voilà, c'est son moment à elle, on doit lui donner ça. Et donc, j'ai répété, et voilà, le lundi matin, je l'ai posée à l'école et elle m'a laissé partir. Est-ce qu'ils en parlent entre eux, Gary et Thelma? Non seulement ils en parlent, mais en plus, enfin, voilà, ça peut arriver qu'ils se disputent, quoi. Enfin, qu'ils se disputent, pas qu'ils se disputent, mais en tout cas, j'ai déjà entendu la conversation de dire, mais de toute façon, pour toi, c'est mieux parce que tu l'as connu, tu as déjà été dans ses bras, et Gary de répondre à Thelma, bah, toi, tu as de la chance, en fait, t'as pas vécu l'arrachement, en fait. Ce que moi j'ai vécu. Moi j'ai besoin qu'ils s'en emparent en fait donc j'essaye d'intervenir le moins possible dans ces cas-là. Si ça devient compliqué, j'interviens parce que je suis une adulte. Je suis assez contente qu'ils se parlent quoi. Enfin c'est une histoire qui est tellement folle que pour la faire sienne, il faut en parler, se l'approprier. La tordre, la ramollir, la biseauter parfois. Et ça, ils peuvent le faire ensemble aussi, quoi. Ils se rendent pas toujours compte de leur histoire, en fait. Un jour, je suis à table avec mes enfants et c'est douloureux pour moi. Et je sais pas, je leur dis, c'est vrai qu'on n'a pas la vie de tout le monde. C'est sûr, voilà, on a une vie un peu particulière. Et là, j'imagine qu'ils comprennent de quoi je parle, en fait. Et là, mon fils me répond bah oui c'est vrai on a 3 toilettes et pas de congélateur et donc là je dis bah oui c'est vrai c'est pas la vie de tout le monde ça quand même. Donc voilà je vis avec ce truc là c'est-à-dire qu'à la fois on a une histoire extraordinaire dans une vie totalement banale. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, est-ce que vos enfants, Thelma et Gary, savent tout? Non mais non. Bah enfin, je réagis très spontanément. En tout cas, je leur cache rien. C'est-à-dire, je fais ce qu'un pédopsie m'avait dit de faire, c'est-à-dire, je n'apporte pas vraiment le sujet. En revanche, je réponds aux questions. Maintenant, mon fils, il a 13 ans, s'il me pose des questions précises et si je peux y répondre, je réponds, évidemment. J'ai une peur vraiment panique du silence, en fait, de ce que ça crée. C'est ce que je leur dis, en fait. Je leur dis, faites attention au silence ou aux émotions qu'on laisse, ça pourrit à l'intérieur, en fait. Donc, c'est mon état d'esprit, donc s'ils me posent des questions, je leur réponds. Depuis 2015, vous êtes tombée amoureuse. Combien de temps est-ce que ça vous a pris de redévelopper le sentiment amoureux? En fait, c'est assez marrant parce que depuis le procès, je vais beaucoup en classe raconter mon histoire. Et c'est souvent la première question qu'on me pose, c'est est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? Et donc je leur dis que voilà, en effet j'ai rencontré quelqu'un. Mon cœur en fait était intact, enfin voilà, j'ai pas été trompée, j'ai pas été malmenée, j'ai perdu l'homme que j'aimais, j'avais une dose d'amour qui était assez
disponible en fait. Est-ce qu'il y a un sentiment de culpabilité d'entamer une nouvelle relation? Mais ça, c'est un sujet que la société nous renvoie, mais que moi, j'ai pas senti en fait. C'est-à-dire que je sais que cet homme que j'ai rencontré, assez vite en fait, m'a mis sur ce terrain-là de la culpabilité. Et en fait, je lui ai dit, mais enfin, moi, je suis assez tranquille, je trompe personne, quoi. On n'était pas mariés, mais dans le serment, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, sous-entendu, voilà, on n'est pas assigné au chagrin. Et puis surtout, on profane pas en fait en tombant amoureux de quelqu'un. Au contraire, moi j'étais très contente de me dire que bah voilà, je pouvais à nouveau aimer quelqu'un, ce qui ne m'empêche pas de continuer à pleurer Mathieu. En fait, c'est deux chemins qui juste se rencontrent pas. On peut pleurer un amoureux mort et en même temps vibrer dans les bras d'un amoureux vivant. Ce n'est pas parce qu'on rencontre quelqu'un qu'on n'a pas aimé la personne avec qui on a été ou qu'on l'a vite oublié. Ça n'a rien à voir en fait. Mais vous écrivez ma vie d'avant comporte un fantôme invincible qui s'invite parfois comme un concurrent déloyal pour mon amoureux. Ça, c'est pas mon sujet, c'est le sien. Le fantôme invincible, c'est mon amoureux de l'époque qui l'a imaginé. Pour moi, Mathieu n'est en rien quelqu'un qui empêche une histoire. Enfin, c'est un cadeau qu'il m'avait fait avant de mourir. Il m'avait dit que voilà, il m'avait dit qu'il m'aimait tellement que si je rencontrais quelqu'un, il serait capable d'être heureux pour moi. Et donc ça, c'est quelque chose. Enfin voilà, c'est un cadeau qu'il m'a fait. En fait, je n'ai pas de culpabilité à tomber amoureuse de quelqu'un. J'aimerais Mathieu toute ma vie, en fait. C'était l'homme de ma vie, c'est le père de mes enfants. Voilà, c'est ce qui m'empêche pas de tomber amoureuse par ailleurs. En fait, il n'est pas très encombrant, ce fantôme. Il est même plutôt chouette. C'est-à-dire que j'ai été aimée et aimée comme il faut, et il faut ça pour aimer soi-même comme il faut après.